Mesdames et messieurs, chers collègues, j'ai le plaisir de vous accueillir ici à la faculté de médecine pour la leçon inaugurale du professeur Thibaut Desmaîtres. Et sans plus tarder, je vais passer la parole au directeur général des HUG, monsieur Bertrand Lebras. Merci beaucoup. Alors, on sent Thibaut impatient parce qu'un urgentiste qu'on fait attendre, c'est toujours un peu un paradoxe, mais monsieur le doyen de la faculté de médecine, monsieur le directeur médical, monsieur le chef du département, mesdames, messieurs, chers collègues, cher Thibaut, d'abord, bienvenue. Très officiellement, à travers une leçon inaugurale, c'est l'occasion pour nos institutions de te souhaiter la bienvenue dans nos équipes. Et au nom des hôpitaux universitaires de Genève, je tiens à t'adresser à la fois ma reconnaissance pour le fait que tu viennes et que tu viennes avec tout le bagage professionnel que tu as nous rejoindre. Et puis le plaisir qu'il y a avec les équipes qui sont là de t'accueillir comme nouveau chef du service des urgences. Alors, je dois mettre des lunettes après 10 ans passés avec vous. Vous aurez vu l'évolution. Moins de cheveux, plus de lunettes. C'est moche, mais voilà, c'est comme ça. Donc, cher professeur Thibaut Desmaîtres, tu effectues tes études de médecine à Lille, où tu te spécialises en pneumologie et en médecine intensive, également titulaire d'un diplôme d'études approfondies en génie biologique et médical. Au moins, voilà, il y a des génies qui arrivent parmi nous. Ainsi, vous étiez censé rigoler, mais je sais qu'il y en a déjà beaucoup parmi nous aujourd'hui. Ainsi qu'un PhD option réanimation médicale. Tu ajoutes des cordes à ton arc avec un master en management médical obtenu en 2004 à l'European School of Management de Paris, puis en 2009 un diplôme universitaire de pédagogie médicale. Le début de ta carrière de médecin te mène au CHU de Fort-de-France en Martinique où, entre hibiscus et palmiers, tu exerces comme volontaire à l'aide technique au sein du service de pneumologie. Après un passage de 2 ans au service de réanimation polyvalent du CHRU de Lille, avant de prendre la tête du service de réanimation du centre hospitalier général de Béthune, dans le Pas-de-Calais. Tu es nommé en 2003 médecin-chef des urgences de l'hôpital de Besançon. Fort d'une habilitation à diriger des recherches obtenues en 2012, tu es nommé professeur des universités à l'université de Franche-Comté en 2013 en réanimation médicale et médecine d'urgence. De 2019 à 2023, tu exerces comme chef du pôle urgence SAMU réanimation médicale du CHU de Besançon, où tu y fédères les services d'urgence de Franche-Comté par la création d'un collège de médecine d'urgence et tu contribues activement à y installer les filières de soins urgents. Tes activités de recherche sont portées principalement sur le pneumothorax spontané, l'insuffisance respiratoire aiguë et l'optimisation de la réponse aux appels d'urgence. Depuis 2020, tu pilotes l'étude SIA-REMU, projet qui repose sur un système d'intelligence artificielle pour la régulation des appels d'urgence, en collaboration, personne n'est parfait, avec la Haute École de gestion du canton de Vaud et le CHUV. Tu as également été secrétaire général et vice-président de la Société française de médecine d'urgence et à noter enfin que ton rôle dans le cadre de la gestion de la pandémie Covid-19 a valu la reconnaissance de la nation française avec le titre de chevalier de la Légion d'honneur décerné par le président de la République française en 2021. Donc, mesdames, messieurs, vous l'aurez compris, les HUG peuvent désormais compter sur un professionnel de grande qualité avec une expérience extrêmement large, que ce soit dans la gestion de larges équipes complexes ou avec également la capacité, je dirais, de fédérer, de mener et puis d'être au service de la population genevoise. Alors, j'aimerais juste citer, une fois n'est pas coutume, le réseau social LinkedIn qui, à l'annonce de la nomination de Thibaut Desmaîtres, il y a eu un commentaire qui m'a frappé et puis je me suis dit, c'était l'occasion, à l'occasion de la leçon inaugurale de le dire. Il y a un des internautes qui a réagi et qui a dit « Désormais, les Genevois peuvent dormir tranquilles ». Et je me suis dit, c'est un très beau compliment à l'occasion de l'arrivée de Thibaut Desmaîtres, qu'on se dise, eh bien, les Genevoises et les Genevois savent qu'à la chefferie des urgences, comme ça a été le cas, et je salue la présence et de François Sarrazin et de Marc Nicky, qui en est dans ses derniers jours, on sait que jusqu'à présent, il était également possible de dormir tranquille avec un réseau d'urgence et vous toutes et tous qui êtes ici l'incarné, avec des grands professionnels engagés, mais aussi avec le développement de la population, avec les défis nouveaux qui s'annoncent, avec le vieillissement de la population, avec 1% d'augmentation de la population dans le bassin genevois chaque année, donc 10% tous les 10 ans. C'est vrai qu'il y a un travail, il y a beaucoup de charges de travail, et en même temps, eh bien, avec un homme comme toi à la tête des urgences, les Genevoises et les Genevois et le directeur général que je suis peut dormir tranquille. Bienvenue Thibaut, je me réjouis de travailler avec toi dans les années qui viennent et j'ai le plaisir de passer la parole au doyen de la faculté de médecine, Antoine Gasbuller.
Merci, monsieur le directeur général, pour ce résumé d'une carrière déjà flamboyante. Merci à Thibaut d'avoir accepté de nous rejoindre. En complément à ce que nous a dit le directeur général, je rappellerai que c'est en avril 2023 que tu es nommé professeur ordinaire au département d'anesthésiologie, pharmacologie, soins intensifs et urgences de la faculté de médecine de l'Université de Genève et médecin-chef du service des urgences des HUG, raison pour laquelle tu viens nous donner aujourd'hui cette leçon inaugurale. Ce que j'aimerais aussi ajouter par rapport à cette trajectoire hospitalo-académique assez extraordinaire, c'est, on le voit, que tu n'es pas venu à Genève juste avec ton seul sac à dos et ta brosse à dents. Tu amènes des compétences et des expériences nécessaires pour véritablement faire entrer nos services d'urgence dans le XXIe siècle. Il ne s'agira pas seulement de désengorger les urgences, un slogan peut-être très XXe siècle, mais de repenser l'accès à ces soins de première ligne, de redéfinir les rôles, les processus, dans une logique de réseau multiprofessionnel impliquant de nombreux partenaires, et ce à l'ère des outils du numérique et de l'intelligence artificielle. Et on le voit dans ta trajectoire, dans tes recherches, c'est évidemment un domaine où tu as déjà fait tes armes, et on compte beaucoup là-dessus pour le développement de nos urgences de cette première ligne. Mais ce que j'aimerais rajouter aussi, c'est que pour réaliser ces défis, tu disposes d'un atout majeur et qui est, à mon avis, le plus déterminant à mes yeux, ta personnalité. Tu es un gentleman, une force tranquille, tu fais preuve d'une écoute active et bienveillante, associée à un pouvoir de conviction et d'entraînement hors pair. Pour la faire simple, on a juste très envie de collaborer avec toi. Cher Thibaut, c'est une vraie chance et un grand plaisir de t'avoir avec nous, et on se réjouit vraiment de t'entendre pour ta leçon inaugurale. Merci. Merci beaucoup Bertrand, merci beaucoup Antoine, merci monsieur le directeur général, merci monsieur le doyen, merci Arnaud également. Je vais essayer aujourd'hui, chers amis, chers tous, de raconter une histoire, parce que finalement, c'est ce qu'on aime tous, les histoires. Et le titre que j'ai choisi, c'est finalement de parler de la transversalité en médecine d'urgence, mais vis-à-vis de la recherche. J'ai quelques liens d'intérêt qui sont liés finalement à des activités d'expertise que j'ai pu exercer au cours des 20 dernières années dans différents domaines de ma spécialité ou de mes spécialités, on va dire, autour de l'asthme, autour des accidents hémorragiques sont anticoagulants par exemple. Et ça m'a valu de participer à différents boards, d'être invité aussi à différents congrès. Et grâce aussi, on le reverra au support de l'industrie pharmaceutique, de mener aussi des études à grande échelle, pour certaines financées par l'industrie. Alors, ce topo, je le dédie aux étudiants qui sont dans la salle, aux étudiants que je suis, que j'espère être, j'ai envie de dire jusqu'au bout, et peut-être aux étudiants qui sont en nous, qui sont bien là, et qu'il faut savoir réveiller parfois, et pas oublier que finalement, le bonheur d'apprendre, le bonheur d'être en expectative devant la connaissance, est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier, parce que c'est quand même un moteur formidable, et un émerveillement quand on arrive à être dans cette dimension-là. Et c'est un autre message pour les étudiants qui sont en cours de parcours, pour lequel on a du mal parfois un petit peu à voir les différentes étapes, pour lesquelles on se questionne un petit peu, est-ce que je vais y arriver ou pas, et on se dit toujours oui, mais ça, ok, il y a telle étape, tel examen, telle échéance dans mon parcours, mais je pense qu'il faut qu'on dise aussi que ce parcours d'apprentissage est aussi une belle aventure aussi, et qu'il faut savoir vivre aussi tous ces moments-là comme des moments à part entière. C'est le fameux carpe diem, n'est-ce pas? Voilà ce que je voulais vous dire un petit peu pour m'adresser aux étudiants que nous sommes et que j'espère que nous sommes tous. Alors, on va parler un peu d'urgence, bien entendu. Et urgence, vous avez dit urgence, c'est un mot, bien entendu, qui est un mot courant dans le langage de tous les jours, qui regroupe plusieurs réalités, bien entendu. On parle des urgences climatiques, des urgences liées aux famines, des urgences liées à la montée des eaux, aux épidémies, par exemple, perte des récoltes, etc. Et puis, il y a les urgences que l'on connaît plus dans le domaine médical, les premiers secours. Et puis, oui, il y a eu les attentats aussi en France, les états d'urgence que l'on a connus de façon très, très aiguë, bien entendu. Et puis, dans le quotidien, il y a finalement aussi pour chacun cette notion maintenant qui est rentrée finalement dans notre quotidien, où chacun, on va gérer un peu nos propres urgences, on va gérer son agenda par rapport à une priorisation de ce qu'on va faire dans la journée. Ben oui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais régler mes factures, je vais aller au badminton, je vais aller au travail. Ben oui, on priorise un petit peu les activités importantes de notre journée. Donc c'est un terme finalement qui est très, très, très divulgué aujourd'hui, employé par tout le monde.
Pour nous, les professionnels de l'urgence, ça regroupe en tout cas deux réalités qui sont la traduction dans nos services d'urgence et dans nos structures préhospitalières d'urgence, le fait de prendre en compte, à un moment donné, un besoin estimé comme urgent. Alors on peut discourir longtemps sur les vraies urgences, les pas vraies urgences. J'estime que finalement, un patient qui a une urgence qui est ressentie, ça devient une urgence, puisque lui, il le ressent de cette façon-là. Et ça, c'est important, je pense, dans l'approche que l'on va avoir de ces patients. À partir du moment où quelqu'un vit son cas comme une urgence, c'est-à-dire qu'il faut avoir une attention particulière sur la prise en compte de cette perception qu'a le patient, et cette perception, elle n'est pas discutable. Alors, ces services d'urgence et ces structures d'urgence, elles sont soumises à de la pression. La pression, c'est quelque chose qui peut être très, très positif, bien entendu, qui peut être un moteur très, très important. La particularité de nos structures d'urgence, c'est qu'elles sont soumises à pas mal de facteurs externes et puis internes qui vont influer, bien entendu, sur notre façon de pouvoir travailler. Alors habituellement, les personnels et les personnes qui travaillent dans ces services aiment ça, travailler un peu sous pression. C'est un moteur qui est important. Mais trop de pression, vous le savez, de l'hypertension artérielle, de l'hypertension intracrânienne, c'est pas très très bon. Et à un moment donné, il faut traiter les choses, sinon ça évolue mal. Eh bien, nos services d'urgence, c'est un petit peu la même chose. Nos structures d'urgence, c'est un peu la même chose. Quand les appels au 144 débordent, on est mis en surtension. Quand les volumes de patients présents dans un service d'urgence sont en nombre trop important, à ce moment-là, on subit vraiment une pression. C'est plus quelque chose qui est un moteur dans le fonctionnement du service. Donc, il faut chercher, bien sûr, à s'améliorer en interne, mais aussi essayer de contrôler les facteurs externes ou les facteurs internes qui vont pouvoir moduler justement cette pression de nos services. Donc, travailler en urgence et travailler sous pression, mais c'est savoir aussi mettre en œuvre des moyens pour aider à contrôler cette pression pour qu'elle ne soit pas trop importante. Et on va devoir essayer d'avoir un équilibre, un grand écart parfois, difficile à maintenir dans des situations où on peut se retrouver pendant plusieurs heures dans des situations vraiment extrêmement difficiles. Ce qu'on peut dire aujourd'hui de ces structures d'urgence, c'est qu'elles ont un succès fou, un succès jamais démenti, les passages ne font qu'augmenter, les appels au 144 ne font qu'augmenter. Ce qui est intéressant du point de vue finalement peut-être de l'étudiant, du chercheur, c'est que c'est aussi un formidable laboratoire, parce que c'est une caisse de résonance extraordinaire finalement, justement, de ces facteurs externes, de ces facteurs internes. Et sur le plan sociologique aussi, c'est bien entendu un laboratoire très intéressant de ce qui se passe dans nos sociétés. Donc l'approche, j'ai envie de dire, un peu expérimentale de tout ça, c'est un laboratoire extraordinaire sur le plan humain, on va le revoir à travers un certain nombre de travaux, de choses qui s'y passent. Et les urgences, on peut vivre ça comme un problème, ben oui, parce qu'un chef de service d'urgence, il embête souvent son directeur médical, son directeur général. Il me faut ci, il me faut ça, ça va pas, mais ça va pas. On a déjà injecté tellement, ben oui, et ça suffit jamais. Ben oui, mais ça augmente toujours, donc ça suffit jamais. Mais l'autre façon de voir les choses, c'est se dire que ces services d'urgence, finalement, ben, ils répondent quand même à certains besoins et qu'ils apportent aussi des solutions. Et ils sont aussi le reflet, bien entendu, par cette caisse de résonance, de problèmes bien plus importants, systémiques, qui déplacent bien entendu le propre service des urgences et sa propre gestion. Et tout ça, ben, c'est assez intéressant, voire passionnant. Alors j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de la recherche en médecine d'urgence, dans la médecine d'urgence, pour la médecine d'urgence, un peu de tout ça. Lors de mon recrutement, un des points qui avait été évoqué, c'était mais finalement, quel est le profil du candidat attendu pour ce poste. Et c'est vrai que la recherche n'était pas au premier plan, finalement. On m'a dit, ouais, bon, la recherche, bah, tu en as fait, tu sais en faire, c'est bien, mais ce n'est pas la première chose qu'on te demandera ici. Et justement, ça me paraissait intéressant justement ce matin de remettre ça un petit peu en perspective pour tout le monde, pour dire oui, bien d'accord avec vous, et il y a des priorités, mais celle-là quand même, ne l'oublions pas, et on va voir un peu tout son intérêt pour les services d'urgence, mais aussi pour toute la communauté. Alors mes premiers pas en recherche, c'est la pneumologie. Et je remercie Gérald Dandiran pour cette très belle monographie pour fêter les 200 ans, les 2 siècles de la Cité médicale de Genève, qui m'a beaucoup intéressé. J'étais un des premiers à l'avoir attrapé, Arnaud, quand tu as distribué ces exemplaires. Et je remercie l'auteur et puis la très belle préface aussi du président de l'AMG. Ces premiers pas en recherche, ils vont se faire pour moi dans ma ville natale, au CHU de Lille, où j'ai fait mes études. Et d'emblée, je vais avoir la chance de rencontrer des personnalités exceptionnelles avec le professeur Cyr Voisin, membre de l'Académie de médecine, et qui, par ses travaux, aussi par l'étendue finalement de sa vision des choses, le développement de la médecine
pneumologique, le développement de la réanimation aussi à Lille, a créé une vraie école. Et c'est à l'Institut Pasteur de Lille, j'ai fait mes premières armes aussi dans le cadre d'un master en immunologie, immunopathologie, puisque mes premières armes, elles étaient dans le domaine de l'asthme, puisque mon patron de l'époque travaillait sur l'asthme. Donc je vais mener ces recherches débutantes, on va dire, auprès de collègues qui vont être des mentors, des chefs de clinique, des professeurs. Et puis, ces travaux, ils vont concerner, pour ma thèse de médecine, des travaux vis-à-vis d'une maladie assez rare, la polychondrite chronique atrophiante. Alors, Chem Gabet n'est pas là, je ne sais pas s'il y a des rhumatologues, c'est une maladie rare qui atteignent les cartilages et qui peut avoir une répercussion respiratoire. Et puis, des travaux de mémoire de spécialité autour, là aussi, du syndrome plutôt hyperéosinophilique, enfin des choses vraiment assez internistes finalement. Alors ça m'a donné finalement un certain goût, bien entendu, pour la recherche, mais c'était finalement qu'une initiation. En tout cas, c'était déjà une première transversalité à travers des chercheurs de paillasse à l'Institut Pasteur de Lille que j'ai pu rencontrer, des biologistes purs qui travaillaient en fait sur des cellules notamment. Quelque chose d'important, et ça a été dit dans mon parcours, ça a été les années 93-94, où je vais finalement en pneumologie décider de faire mes classes militaires. Je n'ai pas vu beaucoup de militaires, j'avoue, pendant cette période-là, puisque je suis médecin hospitalier, donc je suis affecté dans un hôpital. Et j'ai choisi de partir à Fort-de-France pour être volontaire à l'aide technique en pneumologie. Cette période de 16 mois va être très inspirante, puisque c'est à cette époque que je rencontre, en fait, à travers les gardes, tout d'abord aux urgences, puis au SAMU de Fort-de-France, des médecins qui font de la médecine d'urgence, qui sont projetés sur le bord de la route et qui n'ont pas de diplôme solide, on va dire, pour faire cette activité. Donc il y a eu d'emblée pour moi qui venait d'une spécialité bien établie, la pneumologie, finalement un grand émerveillement de dire ces mecs-là, ils en veulent quand même, ces hommes et ces femmes qui vont en pré-hospitalier sur le bord de la route, intubés dans les conditions pas possibles des gens. Donc j'ai été d'emblée alerté finalement par quelque chose qui était en construction, mais qui n'avait pas ces lettres de noblesse, peut-on dire, de la reconnaissance comme une discipline. Et c'est là où j'ai beaucoup appris sur le plan humain, sur le plan travail d'équipe de ces différentes personnes. Alors vous l'avez reconnu là-bas, le petit avec la casquette retournée, c'est Rodrigue Pinel, qui n'est pas là, qui est dans l'avion, je crois. Il revient de Martinique là actuellement. Le deuxième pas en réanimation, en recherche pour moi, c'était la réanimation. J'étais d'emblée finalement confronté à cette expérience de patients graves qu'il fallait prendre en charge et il fallait que j'acquière en fait finalement des compétences pour moi en médecine intensive, en réanimation, pour pouvoir gérer l'urgence et être entre guillemets tranquille avec ces patients graves et pouvoir les aborder de façon sereine. Donc ça m'a conduit à rencontrer des équipes là aussi de réanimation qui n'étaient pas non plus une spécialité à part entière à cette époque-là en France, et de côtoyer la Société de réanimation de langue française, qui est une société savante, très puissante, très aussi instructive pour moi. C'est regroupement pour faire évoluer la discipline, être attaché aussi à une équipe INSERM, là aussi, on rencontre d'autres personnes et on côtoie aussi d'autres environnements. Et puis, surtout, ça a été finalement le fait de se dire, mais finalement, faire de la recherche, c'est partir de quoi? Eh bien, c'est partir du lit du patient. C'est partir vraiment des problématiques que l'on rencontre au lit du patient. Et si je vais retenir de ces deux grands patrons, le professeur Claude Chopin et le professeur Fourier, qui m'ont aussi élevé, qui m'ont éduqué, c'est peut-être ce goût de raconter une belle histoire. Et le professeur Chopin est un spécialiste de la ventilation mécanique. Et donc raconter une belle histoire autour de ça, et puis la structuration de la recherche à travers cet écrit qui est remarquable, qui date un peu mais qui est vraiment remarquable, sur la recherche clinique en réanimation pour mettre en médecine d'urgence. Ça collerait complètement avec l'importance d'une recherche fondée sur l'expérience. Eh bien, ces grands patrons, ils m'ont attiré vers eux. On parlait hier d'enchantement, comment enchanter finalement nos jeunes étudiants. C'est leur donner l'envie et les attirer finalement vers ce qui nous anime, la passion qui nous anime. Et j'ai eu la chance de travailler, moi, avec ces équipes, sur quelques intensivistes et anesthésistes dans cette salle, sur les modes de ventilation, et sur les modes de ventilation, un mode de ventilation original, une aide inspiratoire autorégulée, dont l'objectif était finalement de s'adapter, d'adapter le niveau d'aide à ce que pouvait faire le patient à partir d'une consigne, une certaine consigne de ventilation minute, et puis des contraintes qui portaient sur la pression max, volume courant minimum, fréquence respiratoire minimum et maximum. Ces travaux, ils ont été menés au sein du
CHU de Lille, dans un département de recherche expérimentale, et j'ai mis au point finalement un modèle de rebracing et puis de lung injury, donc une contrainte imposée à des cochons que l'on endormait et que l'on intubait. Donc j'ai appris à intuber des cochons, ça se fait avec une lame droite, une grande lame droite pour les spécialistes. Et puis on a travaillé comme ça sur des groupes, sur des petits groupes d'animaux pour tester justement notre mode de ventilation original dans ces situations, pour prouver qu'il était capable d'adapter de façon automatique finalement la ventilation aux différentes contraintes qui étaient imposées. Ces travaux vont être poursuivis et je vais en faire finalement mon PhD en complétant finalement ces travaux expérimentaux par d'autres travaux pour la validation sur modèle pneumatique de ce mode de ventilation original, une validation clinique sur quelques patients, la validation donc sur modèle porcin et puis des études de la variabilité aussi des paramètres ventilatoires, gazométriques et hémodynamiques au cours de la ventilation en aide inspiratoire. Ça m'a permis vraiment de développer et de comprendre l'importance de la transversalité, puisque j'étais en contact, bien entendu, avec les patients, des problématiques au lit du patient, en contact avec des ingénieurs qui m'ont montré comment est-ce qu'on pouvait prendre contrôle avec un microprocesseur de la valve de PEP des ventilateurs pour dicter finalement ce qu'on voulait faire. Et puis en contact, bien entendu, aussi avec des gens qui faisaient de la recherche expérimentale pour mettre au point le modèle animal. Et ça a été d'emblée, finalement, cette transversalité à travers toutes ces compétences qui a été un grand bonheur, finalement, de partager en fait ces expériences et ces apports, l'apport de chacun et la vision de chacun qui sont tout à fait complémentaires. Donc, on avait dans le service de réanimation des ingénieurs qui traînaient avec nous tout le temps. On avait comme ça tout ce melting pot d'ingénieurs et de médecins, aussi bien à la fac, au département de recherche que dans le service. Et ça crée vraiment un environnement tout à fait propice au développement de la recherche. Le Honduras, c'est un très joli pays d'Amérique centrale, avec des plages qui sont magnifiques sur le côté caribéen, et qui, sur le côté du Pacifique, en fait, on pêche la crevette. En 98, ce pays va être ravagé par un ouragan, c'est l'ouragan Mitch. Et il se trouve que cet ouragan Mitch va être responsable de 14 000 décès ou disparus. C'est quelque chose qui a été quelque chose d'assez incroyable et d'extrêmement brutal. Au mois de novembre de cette année-là, j'ai le patron du SAMU 59, j'étais chef de clinique en réanimation, qui m'appelle et qui me dit « Est-ce que tu peux partir dans 24 heures ?» Oui, partir où? Au Honduras. J'ai dit « Ok, écoute, oui, je verrai pour les autorisations auprès de mon chef de service après, mais écoute, ce que tu me dis là, en tout cas, ça m'intéresse. » Et donc, j'ai accepté. On est parti avec un certain nombre de médecins, intensivistes, mais également anesthésistes, des médecins urgentistes, à la fois du SAMU 59, du SAMU 94, et puis d'autres SAMU en France, également avec des infirmiers. On a été projeté d'abord au Nicaragua, et puis ensuite, depuis le Nicaragua, on est arrivé au Honduras pour se baser dans la province de Marcoja, dans la ville de Choluteca, pour y mener une mission d'une quinzaine de jours, donc c'est assez court, 15 jours, mais quand même, c'est extrêmement marquant, pour réhabiliter un dispensaire de soins, et puis être les premiers sur place dans pas mal de villages de toute cette région, pour y apporter finalement les premiers secours. C'est une expérience extrêmement enrichissante, parce que c'est, bien entendu, se voir développer une expérience de médecine humanitaire et de catastrophe, bien entendu. C'est aussi une collaboration médico-infirmière et une collaboration aussi avec d'autres disciplines, bien entendu. Bref, c'est pour un médecin urgentiste l'exercice concret de la médecine de catastrophe. Et je remercie vraiment à jamais Patrick Goldstein de m'avoir projeté, de m'avoir envoyé sur cette mission, qui a fait l'objet pour moi aussi de mon mémoire de médecine de catastrophe, mais parce qu'elle était extrêmement éclairante pour la suite de ma carrière aussi, et aussi dans la façon de conduire aussi, finalement, simplement le déroulé de ma carrière, et en priorisant aussi les choses d'une façon un peu différente quand on est confronté à de tels drames humains sur le terrain. C'est vraiment pour cette raison que j'ai, non pas mis de côté, mais en tout cas priorisé ma carrière sur, à ce moment-là, pendant quelques années, sur un projet très hospitalier finalement, sur un petit hôpital que je connaissais assez bien, qui était vraiment à échelle humaine, et sur lequel j'ai eu la chance de rencontrer, là aussi, une directrice. On rencontre de temps en temps des directeurs exceptionnels comme Bertrand Levrat, et là j'ai eu une directrice assez exceptionnelle aussi, qui m'a aussi un petit peu éduqué finalement à la vie hospitalière, et c'était une période qui était extrêmement aussi intéressante.
J'étais assez vite propulsé parce qu'il fallait occuper le poste médecin-chef de service de réanimation. Bon, ok. Et puis j'y suis allé parce qu'il y avait un vrai projet, un projet organisationnel architectural, une espèce de PRRU finalement, ni plus ni moins, sur le service de réanimation. Donc j'y ai travaillé et collaboré. D'emblée, j'ai bien vu les liens importants qui pouvaient exister entre le service des urgences et puis le service de réanimation, en créant une fédération, un mini-département finalement, entre ces deux services pour créer du lien en termes de formation, par exemple. Et puis, j'ai pu aussi expérimenter vraiment tout ce qui est qualité à ce moment-là, avec la mise en place d'un programme d'amélioration continue de la qualité, grâce à un consultant qui nous a accompagnés, Dominique Claudet, de Adrien Santé, pendant plusieurs années. Donc, c'était finalement aussi inscrire dans mes gènes cette roue de Deming de la qualité, hein, inscrite, j'ai envie de dire, un petit peu à jamais dans le fonctionnement. Et c'était déjà quelque chose qui en réanimation était très très en avant avec la lutte contre les infections nosocomiales. Et là, ça a vraiment continué finalement pour moi, mais au niveau hospitalier, j'ai envie de dire, dans la relation avec les collègues aussi, d'inscrire finalement cette roue de Deming dans tous nos processus de prise en charge. Et puis pour asseoir ça un petit peu avec des connaissances et stabiliser aussi ma façon de gérer aussi un peu le service et de savoir me comporter, j'ai fait ce master en communication et management médical dont on a parlé. J'ai quand même mené des recherches, bien entendu, pendant cette période, et ce qui m'a intéressé, en fait, finalement, c'était quelque chose d'assez simple, qui était le circuit du médicament. Finalement, le circuit du médicament, c'était autour, moi, de la prise en charge et de la réversion des traitements anticoagulants oraux. C'était finalement le circuit qui lie, en fait, le médecin, le pharmacien et l'équipe soignante, sur le fait de repérer ces accidents, sur le fait de dire est-ce qu'il faut réverser, pas réverser, qui délivre les produits, quel niveau de contrôle on y met, etc. Et on a pu élargir à ce moment-là avec d'autres personnes, on va le revoir, avec les gens de la pharmacovigilance. Ça aboutit à différents travaux, d'abord des travaux à petite échelle, monocentriques, et puis avec 4 services d'urgence. On a commencé, je commence à me rendre compte que oui, tout ça, il faut chercher des sous. Donc on a des petites bourses au départ, ça va mieux quand même avec un peu d'argent. Et puis on va développer des travaux après qui vont être de plus grande envergure grâce au soutien de plus gros laboratoires pharmaceutiques en lien avec d'autres collègues urgentistes en France. Et ça aboutit à des études assez structurantes et qui ont permis aussi de formaliser secondairement des recommandations officielles de la Haute Autorité de Santé. Cette thématique, donc, c'est là aussi élargir un petit peu le réseau, être beaucoup plus transversal. Bien sûr, les équipes soignantes, mais aussi pour nous, les anesthésistes réanimateurs, les biologistes, les hémostasiens, les pharmaciens, les gens de la pharmacovigilance, et puis essayer de faire en sorte que tout ce petit monde aussi, finalement, se mettent ensemble et partagent les points de vue. Et ça aboutit vraiment à un réseau très, très riche et très, très intéressant. Alors, les amis, les groupes de travail, c'est probablement ce qui est le plus important dans la vie. Et on a monté aussi à ce moment-là, ayant quitté le CHU Lille, mais voulant rester en contact avec mes autres collègues de Lille et puis de la région réanimateur, on a monté ce petit groupe de travail qui était un groupe informel, mais de gens qui ont continué à simplement se voir sous un bon prétexte, la formation continue. C'est le groupe de la Coquille avec d'autres collègues réanimateurs. Là, encore une fois, la société savante a joué un rôle important pour moi. C'est en m'investissant dans la création d'une commission jeune qui n'existait pas dans cette société à l'époque, et ensuite en m'investissant dans la commission de médecine d'urgence de cette société savante, que j'ai pu là aussi tisser des liens, tisser un réseau, et puis voir aussi l'importance qu'une société savante pouvait avoir dans la construction d'une discipline par l'émission de différentes commissions qui vont avoir des rôles importants. Et en 2003, en 2002, au congrès de la Société française de médecine d'urgence, je croise un réanimateur que je connaissais bien parce qu'il avait joué un rôle d'interface pour la création de cette commission jeune, qui me dit, écoute, moi je suis à Besançon, là, je viens d'être nommé prof, écoute, moi je cherche des collègues là je viens de reprendre le SAMU, les urgences, ça t'intéresserait pas de venir? Bon, écoute, pourquoi pas, je sais pas trop bien où c'était sur la carte, mais il y avait un train en tout cas qui conduisait à Besançon, donc je suis là à Besançon, et puis on a fait affaire, comme on dit, 1 an plus tard, je débarquais en Franche-Comté. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut quand même abandonner le maroilles pour passer au comté, abandonner la bière pour passer au vin du Jura, mais bon, ça se fait. C'est surtout pour moi une terra incognita, finalement, avec un domaine que je ne connaissais pas finalement si bien que ça. Je l'avais un petit peu approché, mais c'était une vraie plongée pour moi à temps plein, comme médecin hospitalier temps plein, en médecine d'urgence, dans une discipline que j'ai découvert à ce moment-là complètement. C'était aussi pour moi une perspective d'atterrir dans une région qui était structurée par un seul CHU, des hôpitaux périphériques, et pour lequel la construction d'un réseau autour de tout ça me paraissait quelque chose d'extrêmement intéressant dans le cadre des filières de soins qui étaient régulées par le SAMU. Et ces différents centres 15 de régulation d'appel, j'ai participé aussi à ce moment-là à une volonté politique qui était de centraliser et de réunir les 5 centres 15
de Franche-Comté en un seul centre 15 à Besançon. Donc, expérience extrêmement intéressante sur le plan des process, sur le fait de réunir ça. Donc, nombreux challenges, des nouvelles thématiques de recherche, challenge de mener aussi personnellement en parallèle l'activité de soins, les responsabilités managériales et le parcours universitaire, et puis les challenges régionaux, donc sur la fédération de ces services d'urgence, sur le fait d'établir des filières de soins, de regrouper, de fusionner ces centres 15, et puis le projet national aussi, qui était de faire évoluer la discipline pour aboutir à une vraie spécialité. Donc, nouvelle thématique en lien avec la médecine d'urgence, autour de l'optimisation de la réponse aux appels et soins d'urgence, à la fois en médecine d'urgence préhospitalière. Je vous parlais très rapidement du transport héliporté des patients traumatisés sévères, de la téléprescription médicamenteuse au centre 15, de la vulnérabilité et santé en urgence et d'autres thématiques sur le pneumothorax spontané, l'insuffisance cardiaque aiguë du sujet âgé. Une slide pour vous parler du transport héliporté, ça a été rejoindre à ce moment-là un PHRC, donc une étude financée nationalement par les collègues de Dijon, où j'ai pu travailler, moi, sur une partie de cette population à travers quelque chose qui était important pour nous, vu les distances, qui était le transport héliporté. Ça aboutit à un article et ça aboutit aussi à une doctrine d'engagement au niveau de SAMU Urgences de France, qui était aussi alimentée par ces travaux. Là aussi, c'était un travail en réseau transversal, avec notamment les essayistes réanimateurs, pour la prise en charge de ces patients, établir un vrai registre depuis le préhospitalier jusqu'à la chaîne de prise en charge intra-hospitalière autour de ces patients. Autres travaux autour du centre 15, qui était pour moi un petit peu la cerise sur le gâteau, ce centre 15, parce que c'est vraiment le pilote, celui qui va avoir une vision un petit peu globale de la situation et piloter les situations. Et là, c'était aussi aborder un groupe un peu différent, qui sont les médecins généralistes. On a créé finalement un réseau de médecins généralistes qui venaient réguler à nos côtés les appels et conseils médicaux simples, ce qui va être fait ici à Genève, on l'espère, dans les mois ou dans les 2-3 ans qui viennent, mise en place d'une ligne téléphonique dédiée. Et puis finalement, moi, de par les travaux avec les pharmaciens, je m'étais un petit peu déjà intéressé à la prescription médicamenteuse. Et donc, je me suis aperçu que ces médecins généralistes, par téléphone, ils prescrivaient des médicaments. Donc, on s'est intéressé à ça à travers différentes études. Et puis, ça aboutit là aussi à des études qui ont pu documenter et alimenter les recommandations de la Haute Autorité de Santé qui sont sorties en février 2009. Autre thématique et autre exploration, on avait à ce moment-là des assistants de régulation, des régulateurs qui n'étaient pas en fait finalement des vrais professionnels. Ce n'était pas une profession, aussi incroyable que cela puisse paraître. Il n'y avait pas de canevas de formation. Ils avaient un statut qui était vraiment extrêmement bancal. Et je me suis rapproché à ce moment-là de sociologues des professions à Besançon, mais également des juristes autour de la notion d'urgence. Et ça nous a permis de faire plusieurs séminaires autour de ça. Et ça a beaucoup intéressé aussi les sociologues de s'intéresser à ces professions, à ces professionnels de l'urgence au téléphone, et ça aboutit en fait aussi à plusieurs travaux de master en droit et en sociologie que j'ai pu co-encadrer avec ces différents chercheurs. Le pneumothorax spontané, c'est un peu une saga, puisque sur un très grand nombre d'années, on a pu commencer à développer. Au départ, l'idée, c'était simplement une constatation toute simple, qui était au lit du patient. Les urgentistes n'étaient pas si à l'aise que ça dans le fait de prendre en charge ces patients, alors que moi, qui venait de la pneumologie, était plus à l'aise. Et finalement, j'ai vu qu'il y avait quelque chose à faire. Le premier temps, ça a été de fédérer à la fois les pneumologues et les urgentistes d'un certain nombre de centres en France pour se faire un réseau de recherche. Et puis ensuite, d'agréger autour de ces données cliniques de prise en charge d'autres données issues de Météo France, issues de la pollution, d'avoir le soutien bien sûr de la délégation de la recherche clinique, d'unités de méthodologie pour construire en fait différents travaux autour du pneumothorax spontané, à la fois des travaux sur une étude randomisée comparant deux stratégies de prise en charge, et puis des études plus épidémiologiques pour s'intéresser aux facteurs de risque de récidive des pneumothorax, et puis des études par rapport à l'influence des paramètres atmosphériques ou des paramètres de la pollution sur ces pathologies. Là aussi, ça a pu aboutir cette année, en partie, en tout cas, ces travaux ont documenté un certain nombre de situations qui ont permis d'éditer des recommandations françaises sur la prise en charge du pneumothorax spontané. Nouveau réseau, c'est la constitution aussi d'un réseau d'urgentistes en fait en Franche-Comté, d'une part pour me faire des nouveaux amis, parce que je connaissais personne, et puis aussi fédérer à travers la mise en place de réseaux de soins, mais aussi de réseaux de recherche à travers ces médecins. C'est l'investissement fort aussi au niveau de la société savante, là aussi, en m'inspirant finalement de ce que j'avais vu en réanimation, le rôle et l'importance d'une société savante, en m'y investissant dans sa commission scientifique, dans son conseil d'administration, et puis dans son organe de publication, les Annales françaises de médecine d'urgence, en étant membre du comité de rédaction. Donc différents réseaux, différentes sociétés savantes, et importance pour nous aussi des liens avec les autres sociétés savantes, Société de pneumo, Société de réanimation française, SPHAR, bien entendu, dans le cadre des travaux et des recommandations communes qui sont éditées régulièrement par ces différentes sociétés.
C'est aussi des nouveaux financements, c'est quand même le nerf de la guerre, à faire des études nationales, PHRC Contact, PHRC REACH, je vous en dire quelques mots, puis des études internationales à plus grande ampleur sur le territoire franco-suisse. L'étude Contact, c'est un PHRC interrégional qui concerne en fait 15 SAMU en France, qui étudie en fait l'impact sur la survie, la conformité du conseil téléphonique donné aux patients dans le cadre de l'arrêt cardiaque. Parce qu'on s'était aperçu que finalement les assistants de régulation étaient plus rigoureux, donnaient un meilleur conseil que les médecins qui savaient. Ils savent toujours les médecins, mais ils ne font pas toujours aussi bien que ce qu'ils pensent ou ce que l'on pense. Donc étude dont on a fini de recueillir les données, très grosse base de données avec énormément d'enregistrements aussi, une base de données que l'on peut exploiter à différents niveaux aussi, notamment sur les aspects émotionnels. Donc des travaux qui sont en cours, une base de données qui va aussi donner lieu à pas mal de papiers. L'étude READ, qui elle s'intéresse très concrètement à la prise en charge du patient en insuffisance respiratoire aiguë, pour lequel on ne sait pas bien, il est âgé, c'est cardiaque, c'est pulmonaire. Eh bien, oui, faire appel au cardiologue, ça prend du temps. Qui vienne avec son appareil d'échographie, ça prend du temps. Il ne vient pas toujours. Continuons à développer finalement des outils et formons nos médecins au lit du patient à savoir faire de l'échographie, un profil mitral, une échographie pulmonaire, charge de l'INB, pour essayer d'investiguer l'intérêt et l'importance de pouvoir, au lit du patient, diagnostiquer nous-mêmes cette pathologie. Donc là aussi, c'est un PHRC qui est en cours. On a terminé les inclusions, des études ancillaires avec le docteur Tahiri en particulier qui sont faites également, et on poursuit les travaux aussi à ce niveau-là. Et puis l'aventure avec la Suisse, avec les collègues de Lausanne, bien entendu, mais pas seulement, les collègues d'Yverdon aussi, désolé, avec l'HUIGVD, projet qui a été initié par le fait simplement qu'on se connaissait avec Pierre-Nicolas Caron, puis finalement on dit allons un peu plus loin, et puis on a réuni autour de nous finalement différentes compétences. L'idée au départ, c'est quoi? C'est de s'intéresser à la modernisation de nos infrastructures matérielles au niveau des centres d'appel, d'optimiser, de sécuriser, d'optimiser les systèmes d'information, et puis d'intégrer finalement des outils d'intelligence artificielle au quotidien dans notre façon de pouvoir réguler ces appels. Voilà les grands objectifs. Et c'est un grand consortium qui associe à la fois des équipes universitaires, des équipes hospitalières, d'un côté et de l'autre de la frontière, mais également des entreprises, puisque dans ces projets intégrés, il faut aussi des entreprises qui sont susceptibles de développer aussi des produits à partir des recherches qui sont réalisées. Et puis on continue, maintenant que je suis passé de l'autre côté, côté UNIGE et puis côté HUG, avec le projet Jessica, qu'on espère pouvoir déposer là en tout début d'année, sur la gestion des situations de crise sanitaire. On a tous vécu le Covid, on sait ce que c'est, et probablement qu'à partir de là, on va pouvoir aussi développer, de par là aussi un partenariat avec des équipes des deux côtés de la frontière, pour faire quoi? Pour essayer de concevoir et développer des systèmes intelligents de prédiction des situations sanitaires exceptionnelles, prédire l'évolution aussi de la SSE et puis aussi aider à la conduite de la SSE. Donc là aussi, il y a des champs de travaux de recherche qui vont probablement pouvoir démarrer au cours de l'année prochaine avec différents chercheurs, Douglas Théodoro en particulier au niveau de l'UNIGE, et merci aussi à Christian Levis pour la pertinence de son expertise aussi dans le domaine en particulier. Alors, on arrive bientôt à la fin. Les perspectives en recherche maintenant pour le service d'urgence DHUG. Effectivement, c'est peut-être pas la première des priorités, mais ouais, après 6 mois quand même dans le service, ça commençait à nous démanger, plusieurs. On va la faire cette réunion recherche. Et on l'a faite le 4 décembre 2023 avec tous les médecins adjoints. Et vous voyez ce nuage de mots qui est ressorti un petit peu. Donc on a dit, mais pour vous, c'est quoi la recherche? Qu'est-ce qui ressort de tout ça? C'est quoi pour vous en fait? Vous voyez donc tous ces nuages de mots. On a essayé d'organiser un petit peu ça et de se dire que finalement, ce qui est ressorti de cette réunion d'une heure et demie, pas plus, c'est que d'abord, il y avait de nombreux travaux, qu'il y avait de nombreux chercheurs et surtout qu'il y avait une envie, une très grande envie dans le service. Ce qu'on a identifié, c'est qu'il fallait donner de la visibilité, regrouper probablement sur certaines grandes thématiques nos travaux de recherche, visibilité aussi des compétences qui sont déjà présentes dans le service, continuer de développer bien sûr la transversalité, médico-soignante avant toute chose, au sein du DMA, bien entendu, avec les autres services du DMA, mais aussi avec d'autres disciplines, en particulier la gériatrie, les 3 chaînes, bien entendu, qui sont un gros volume de nos patients, et pour lequel il y a un champ qui est très important. Et puis se donner les moyens, comme d'habitude, toujours, le moyen de ses ambitions, recherche de fonds, temps dédié, formation et développer nos réseaux de recherche. Alors, quel lien avec finalement la spécialité, notre Graal? Peut-être qu'on va y arriver, peut-être qu'il faut qu'on soit tous armés comme des chevaliers. Probablement qu'on est à une étape comme maintenant importante
pour lequel il va falloir se dire qu'est-ce qu'on fait? On se coupe la tête pour essayer de trouver notre voie, comme nous disait Hergé, peut-être pas quand même, mais plutôt se re-questionner finalement sur notre discipline, quel est notre métier, qui sont réellement nos patients, quelle valeur leur apportons-nous, que deviendra notre métier ou que devrait-il être? Je pense que c'est fondamental à cette époque où les services d'urgence prennent un développement qui est bien plus qu'espéré, hein, qui est inattendu et qui est trop important pour nous. On a déjà des outils, il y a déjà ici, en Suisse en tout cas, une association qui est déjà structurée, qui réunit sous l'égide de Pierre-Nicolas Caron les médecins, chefs de service, mais pas seulement, de nos structures d'urgence suisses. Et ben, probablement que Pierre-Nicolas, il n'est pas là, mais il ne peut pas être là. Je lui dis, le message, ça va être, Nicolas, il va falloir peut-être qu'on s'équipe, il va falloir qu'on s'équipe avec un glaive. Et ce glaive, peut-être que la recherche va être en tout cas peut être très probablement un moteur très important pour notre discipline, à la fois pour nous aider à nous fédérer, à travailler en réseau, à mieux nous connaître, à faire cette liaison aussi, continuer cette liaison entre le pré et puis l'intra-hospitalier. Il va falloir être à l'écoute, je pense, des autres pour développer des recherches transversales, être aussi à l'écoute des besoins en formation qui sont présents. Je pense que on doit avoir la vision par rapport à ça, pour moi, elle est indispensable, cette recherche, pour continuer à nous fédérer aussi, parce que ça nous permet un peu de respirer. Le quotidien n'est pas toujours facile. Puis il va falloir du courage, comme toujours. Mais ça, vous savez, c'est indéniable. Je terminerai sur cette plaque, avant les remerciements, qui m'a suivi, je pense, depuis ma deuxième année de médecine. Puis j'ai acheté ce bouquin de Dale Dubin sur lecture accélérée de l'ECG. Il y a cette préface qui nous dit que pour faire qu'un grand rêve devienne vrai, il faut 2 conditions. La première, c'est une grande capacité à rêver. Et puis la seconde, c'est la persévérance, c'est la foi dans le rêve. Remerciements, bien sûr, aux équipes qui m'ont accompagné tout au long de mon parcours. Je leur suis extrêmement reconnaissante par tout ce qu'ils m'ont apporté. À Lille, à Béthune, dans les unités INSERM, les collègues de Fort-de-France, les collègues de la SFMU, bien entendu, de la SRLF, des autres sociétés savantes, du CHU de Besançon, les équipes hospitalières, les équipes universitaires, les équipes de recherche également, qui m'ont aussi là énormément apporté, cliniciens, chercheurs, issus de tout domaine. Merci à ma famille de supporter ce parcours qui est quand même pas simple tous les jours. Vous savez tous quelque chose. Et puis, merci à vous. Merci à vous. Merci à Bertrand, Arnaud, Chem, qui a participé à mon recrutement. Merci à Antoine, qui a pris le relais, avec une équipe brillante à ses côtés. Je n'ai pas pu tous les mettre, il y a trop de place. Et peut-être pour être sûr de ne pas les oublier, il y a le collège des professeurs, que je remercie. C'est des instances pour moi qui sont très importantes, que je me reconnais parfaitement. Le collège des chefs de service aussi, qui est une vraie entité, qui a sa vraie importance. Donc merci à tous, merci aux équipes du 144, merci aux équipes du caisson hyperbar, merci aux équipes de la BSC aussi, qu'il ne faut pas oublier. Merci à toute l'équipe d'ERES, qui nous apporte énormément. Et puis merci aussi, bien entendu, aux autres collègues du département. Merci à Martin pour son accompagnement, sa bienveillance. Merci à Enzo, dont je n'ai pas trouvé la photo, mais on pense à lui. Max Olivier, une superbe photo, on l'a vu avec ses lunettes de soleil. Merci à Jean-François Menou, merci à Caroline. Merci à Georges, qui est là aussi. Hervé, Jérôme, Baya, Fabrice, etc. Merci à tous pour tout ce que vous m'avez apporté, pour votre accueil ici à Genève. Merci à François et puis à Marc pour m'avoir initié à cette tradition. On l'a fracassé et on l'a mangé. Merci beaucoup. Et puis merci à l'ALAMU d'être là, d'avoir ce socle déjà à travers lequel on va pouvoir continuer à affirmer nos positions. Merci au Collège du CHU, de la HEIVD. Et puis une photo souvenir de cette belle soirée d'hier autour de la fondue du Collège des professeurs. Merci beaucoup. Des chefs de service, pardon. Merci. Merci Thibaut pour ce parcours impressionnant qui révèle de nombreuses facettes, de nombreuses qualités aussi. On y sent l'appétit, la curiosité, l'envie de découvrir des choses. Et puis cette idée d'être ancré dans la réalité, mais aussi à travers la recherche, de pouvoir traduire ça dans des nouveaux protocoles, dans des nouvelles guidelines, donc de guider les autres aussi, basés sur cette expérience. En tout cas, ça laisse présager plein de projets passionnants, plein de collaborations productive et on s'en réjouit. Et puis, je note effectivement qu'après le vin d'Arbois et le comté, il va être
temps de passer au fromage de Suisse romande, évidemment au gruyère, et puis au vin genevois que je me réjouis de te faire découvrir à l'occasion de chacun des collèges des professeurs. Merci à toutes et tous, et puis probablement pour passer à l'action directement, on va pouvoir vous inviter à un apéritif qui nous attend dehors. Merci encore Thibaut, et tout de bon pour ton arrivée ici.